Combien d'années faut-il pour maintenir un peuple dans la terreur, jusqu'à ce qu'il cesse de craindre la mort, pour ne plus redouter que vous? L'Empire assyrien connaissait la réponse. Durant 3 siècles, il fit de la terreur une véritable politique d'État. Déportation de nations entières, exécution exemplaire de rois vaincus, des bas-reliefs représentant le supplice des ennemis, commandés par les souverains assyriens pour leur palais, non comme un avertissement destiné aux voisins, mais comme simple décoration pour leur salle de banquet. Ils ne cachaient pas la cruauté, ils la mettaient en scène. Et cela fonctionnait, jusqu'à un certain point. Vers la fin de la première moitié du 7e siècle avant notre ère, la puissance mondiale qui avait pris Babylone d'assaut et réduit en cendres les cités égyptiennes commença à se désagréger de l'intérieur, non sous un choc extérieur, mais sous son propre poids. Le roi Assurbanipal, dernier grand souverain assyrien, s'éteignit vers 627 avant notre ère, laissant derrière lui un trône, une armée et un empire que ses héritiers s'avérèrent incapables de maintenir. Au cours de la décennie suivante, les rois se succédèrent. Certains périrent lors de complots de palais, d'autres dans le fracas des guerres civiles. Les provinces, restées silencieuses pendant des décennies sous le joug assyrien, sentirent la faille et passèrent à l'action. Les Babyloniens furent les premiers à se soulever. En 626 avant notre ère, le chef chaldéen Nabopolassar s'empara de Babylone et se proclama roi du nouvel empire babylonien. L'armée assyrienne tenta de reprendre la ville, mais échoua. Ce fut le premier signal. Les Assyriens ne purent reconquérir Babylone. Jadis, une telle chose eût été impensable. Tandis que Nabopolassar consolidait son pouvoir à Babylone, un événement se produisait à l'Est auquel les analystes de Ninive prêtèrent attention trop tard. Le royaume des Mèdes, que l'Empire assyrien considérait formellement comme un vassal, connaissait une unification fulgurante sous l'autorité d'un seul homme, Tsiaksaré. Il avait reçu un royaume fragmenté et soumis. Il en fit une machine de guerre. Tsiaksaré accomplit ce qu'aucun chef mède n'avait osé avant lui. Il réorganisa l'armée sur une base professionnelle. Des unités distinctes de lanciers, des corps d'archers, des escadrons de cavalerie. Avant lui, les Mèdes combattaient en milices tribales, chaque clan formant sa propre masse désordonnée. Sous son commandement, l'armée mède agissait comme un organisme unique. C'était un calque direct de la doctrine militaire assyrienne. À ceci près que Tsiaksaré l'appliquait désormais contre les Assyriens eux-mêmes. Vers 615 avant notre ère, Tsiaksaré dirigea son armée vers l'ouest. Il ne venait pas pour piller, mais pour détruire. La nuance est fondamentale. Un pillard s'empare du butin et se retire. Tsiaksaré, lui, projetait de démanteler la structure même de la domination assyrienne, province par province. Ses troupes franchirent le Grand Zab et pénétrèrent dans le cœur historique des terres assyriennes. Les cités frontalières commencèrent à se rendre ou se vidèrent de leurs habitants avant même que la cavalerie mède n'atteigne leurs portes. À Ninive, le roi Sin-Shar-Ishkun recevait les rapports. On ignore sa réaction exacte, mais les mouvements de son armée parlent d'eux-mêmes. Aucune contre-attaque d'envergure ne fut lancée. Les troupes assyriennes convergeaient avec lenteur vers les zones menacées. La coordination entre les garnisons était rompue. Les chefs militaires provinciaux prenaient leurs décisions de manière autonome, faute d'un commandement unifié. L'Empire qui, 50 ans plus tôt, déplaçait des corps d'armée de manière synchronisée d'un bout à l'autre du Proche-Orient, ne parvenait plus à rassembler assez d'hommes pour une seule offensive. La raison,
en était aussi simple qu'amer. Des années de guerre sur plusieurs fronts avaient épuisé les ressources humaines. Les peuples déportés ne fournissaient plus de recrues fiables, mais des déserteurs. Le noyau dur de l'armée assyrienne s'était réduit comme peau de chagrin. Quant aux mercenaires, ils exigeaient une solde que le trésor, privé des impôts des provinces rebelles, ne pouvait plus honorer. Pendant qu'à Ninive, on calculait combien de régiments pouvaient être dépêchés contre Siaxarès sans dégarnir la capitale, l'armée mède marchait vers l'objectif fixé. Ce n'était pas encore Ninive. Son tour viendrait. C'était Assur, l'ancienne capitale, le cœur sacré de la religion assyrienne. La cité qui portait le nom du dieu suprême de l'Empire. Prendre Assur ne revenait pas seulement à capturer une forteresse, c'était proclamer au monde entier que les dieux assyriens avaient capitulé. Et la poussière soulevée par des milliers de bottes mèdes, s'élevant au-dessus de la plaine entre les monts Zagros et le cours du Tigre, était visible à des lieues à la ronde. À Assur, on la voyait aussi. Et ceux qui observaient ce voile de poussière depuis les remparts comprenaient une chose. Il n'y aurait pas de renfort. Ce n'était pas du pessimisme, c'était de l'arithmétique. La garnison d'Assur envoyait des messagers à Ninive. Les messagers revenaient chargés de promesses. Mais les promesses ne se transformaient pas en soldats. L'armée assyrienne, qui à l'apogée de sa gloire pouvait aligner 100 000 hommes en une seule campagne, était désormais éparpillée dans les garnisons allant de l'Égypte au contrefort du Zagros. Et chacune de ces unités s'accrochait à son secteur, faute d'ordre de mouvement. À Ninive, Sin-Shar-Ishkun tranchait après avoir consulté son cercle restreint de conseillers. Et ce cercle ne songeait qu'à sa propre survie. C'est le mal incurable des régimes agonisants. Quand le système s'effondre, les élites cessent de défendre l'État pour ne plus protéger que leurs biens personnels. Envoyer des troupes à Assur signifiait affaiblir Ninive. Et affaiblir Ninive, alors que Nabopolassar pressait à l'ouest et que Siaxarès surgissait de l'est, était un risque qu'aucun conseiller ne voulait assumer. En fin de compte, personne ne fut envoyé. Tandis que les défenseurs d'Assur attendaient un secours illusoire, une autre armée remontait lentement du sud. Nabopolassar, roi de Babylone, menait ses hommes le long du Tigre. Officiellement, il agissait en allié des Mèdes. En réalité, il avait calculé son apparition avec une précision chirurgicale. La chronique babylonienne, que les chercheurs nomment la chronique de Nabopolassar, consigne ses mouvements avec une sobriété clinique. L'armée marchait, faisait halte, repartait. Ce n'était pas le rythme d'une armée volant au secours d'alliés assiégés. C'était le rythme d'un prédateur venant participer à la curée. Nabopolassar savait ce qu'il faisait. Il n'avait nulle intention de sacrifier ses soldats contre les murs assyriens. Il voulait entrer dans une ville déjà tombée pour signer le traité de partage du butin. Les Mèdes prendraient Assur au prix de leur sang, et Babylone obtiendrait sa part par la diplomatie. Ce n'était pas de la lâcheté, mais le calcul froid d'un bâtisseur d'empire qui refusait de gaspiller ses ressources. Pour les défenseurs d'Assur, l'armée babylonienne à l'horizon aurait pu, un instant, ressembler au salut. Un fragment de tablette assyrienne, exhumé lors des fouilles, témoigne d'une correspondance désespérée entre les fonctionnaires de la cité et l'extérieur, s'enquérant de l'approche des troupes. Les réponses n'ont pas été conservées. Ou peut-être ne sont-elles jamais parvenues. La conscience de l'isolement ne vient pas d'un coup.
On croit d'abord à un retard, puis à un contretemps. Enfin, on commence à compter les jours. À Assur, durant l'été 614 avant notre ère, on ne faisait plus que cela. La position de la cité était pourtant solide. Assur trônait sur un éperon rocheux surplombant le Tigre. L'ouest était protégé par le fleuve. Le nord et l'est l'étaient par d'imposantes murailles de briques cuites et crues, flanquées de tours massives. Un fossé précédait les murs et des fortifications intérieures ceinturaient la citadelle. Ce n'était pas une bourgade provinciale, mais le berceau de la puissance assyrienne, bâtie et fortifiée durant 15 siècles. Chaque génération avait ajouté sa strate de défense à l'ouvrage de ses ancêtres. Mais des murs sans soldats ne sont que de la pierre morte. La garnison d'Assur était dérisoire. Si les sources cunéiformes n'ont pas conservé d'effectifs précis, les indices indirects, la densité des pointes de flèches retrouvées et la disposition des postes de combat suggèrent que les défenseurs étaient trop peu nombreux pour un tel périmètre. Les remparts extérieurs d'Assur s'étiraient sur environ 4 km. Pour surveiller une telle étendue et disposer d'une réserve d'intervention, il eût fallu des milliers d'hommes. Ils n'étaient pas là. Dans la ville, on le savait aussi bien qu'à l'extérieur. Parmi les civils, les rumeurs commençaient à circuler sur le sort que les Mèdes réservaient à ceux qui résistaient. Ces rumeurs étaient fondées. Siaxaré ne pratiquait pas la politique assyrienne de terreur sélective, suivie de déportation et d'intégration. Son armée agissait plus radicalement. Toute résistance était punie par l'extermination totale, sans exception, sans distinction entre soldats et civils. Les anciens vassaux de la Syrie, qui se ralliaient aux Mèdes, obtenaient une forme de clémence. Ceux qui tenaient bon, non. C'était une guerre psychologique que Siaxaré menait sciemment. Chaque cité tombée devenait un signal pour la suivante. Et le message était limpide. Il y a un choix à faire, mais peu de temps pour réfléchir. À Assur, il n'y avait plus de choix. La ville ne pouvait se rendre. Elle était trop symbolique. Elle ne pouvait recevoir de secours. Il était trop tard. Elle ne pouvait battre en retraite. Il n'y avait nulle part où aller. Il ne restait qu'à attendre que l'armée Mède dresse son camp sous les murs. Et la poussière observée quelques jours plus tôt retombait désormais aux portes de la cité, portée par le fracas de milliers de chariots chargés de poutres, de cordes et de fer. Des poutres, des cordes et du fer. C'est avec ces matériaux que les ingénieurs Mèdes allaient construire les machines destinées à briser des murs vieux de 15 siècles. Il y a là une ironie tragique. Les technologies de siège que Tsiaxar déployait devant Assur n'avaient pas été inventées par les Mèdes. Il les avait empruntées aux Assyriens eux-mêmes. Pendant des siècles, l'Empire assyrien avait été le maître incontesté de la polyurcétique. Les bas-reliefs assyriens, aujourd'hui au British Museum, dépeignent ces tours de siège sur roues, ces béliers protégés par des auvents, ces rampes de terre compactées approchées au plus près des murailles. C'est ainsi que les Assyriens avaient pris Lachish, Samarie et tant d'autres cités. Aujourd'hui, leur propre science se retournait contre eux. L'armée Mède s'établit dans la plaine au nord et à l'est. Le Tigre protégeant le flanc ouest, l'assaut ne pouvait venir que de la terre ferme. Siaxar le savait, les défenseurs aussi. La seule incertitude résidait dans le lieu et l'heure. Les ingénieurs Mèdes commencèrent par une reconnaissance minutieuse des murs. Ce n'était pas une observation lointaine, mais un examen au contact. Sous la protection de leurs archers,
de petits groupes s'approchaient des parois, sondaient la maçonnerie, étudiaient la base des tours et mesuraient la hauteur des courtines avec des cordes lestées. Les défenseurs tiraient depuis les remparts. Quelques éclaireurs tombèrent, mais les autres poursuivirent leur tâche. Ce n'était pas de la bravoure, c'était de la méthode. Les murs d'Assur étaient d'une conception complexe. Le parement de briques cuites dissimulait un cœur de terre battue et de briques crues. Cette structure rendait la muraille résiliente au choc. Elle ne se fissurait pas net, mais absorbait l'impact comme une éponge. Frapper un tel mur de front avec un bélier exigeait un temps infini. En revanche, saper sa base pouvait provoquer l'effondrement d'un pan entier. Les ingénieurs mèdes connaissaient cette nuance. Parallèlement à ces relevés, l'assemblage des machines de siège battait son plein dans le camp. Des grumes, taillées en chemin dans les forêts assyriennes, étaient équarries et assemblées avec des ferrures. Monter un bélier n'était pas un simple travail de charpente, c'était un défi d'ingénierie. La poutre de percussion pesait des centaines de kilos. Il fallait la suspendre par des chaînes ou des lanières de cuir sous un abri de bois, de sorte que son balancement génère une force maximale tout en protégeant les servants des flèches et de la poix enflammée. L'abri était recouvert de peau fraîche, moins inflammable que le bois sec. Depuis les remparts, on observait ces préparatifs. On comprenait ce qui se tramait. Ce n'était pas une nouveauté pour les soldats assyriens. Ils avaient eux-mêmes mené de tels sièges, mais de l'autre côté. Ils savaient exactement ce qui allait suivre. Les rampes de siège s'élevaient en même temps que l'on montait les béliers. Les ouvriers mèdes, issus pour beaucoup des peuples soumis des provinces orientales, transportaient terre, pierres et gravats dans des paniers tressés pour combler l'espace devant les murs. L'objectif était de hausser le niveau du sol afin que les tours de siège puissent s'approcher de la crête des remparts. Les défenseurs tentaient de briser ces travaux par des sorties désespérées. Les archers mèdes couvraient les ouvriers. Les sorties, décimées, devaient refluer. Les rampes continuaient de croître. Après quelques jours, le premier bélier fut mis en batterie contre la muraille. Un premier coup retentit. Un choc sourd et pesant. Non, le tintement du métal sur la pierre, mais l'impact d'une pointe de bronze s'enfonçant dans la brique, faisant vibrer le sol sous les pieds des sentinelles. Puis un deuxième. Puis un rythme s'installa. Un coup, une pause, un coup. À l'intérieur de l'abri, les hommes balançaient la poutre en pesant sur les poignées transversales. À l'extérieur, ce n'était que cris de commandement, sifflements de flèches et crépitements des torches incendiaires lancées depuis les créneaux. L'abri fumait, mais ne s'enflammait pas, protégé par les peaux humides. Cependant, la fumée s'engouffrait à l'intérieur, et les servants travaillaient dans une atmosphère âcre et suffocante. On les relayait régulièrement. Le bélier, lui, ne s'arrêtait jamais. Des fissures apparurent dans la maçonnerie. Ce n'était pas encore une brèche, mais des lignes ténues rampant à partir du point d'impact. Le mortier se désagrégeait, tombant en poussière. Voyant cela, les défenseurs tentèrent la seule parade possible. Jeter des sacs de sable et des débris par-dessus le mur pour créer un contrefort improvisé. Cela fit gagner du temps. Un peu. Car le bélier s'acharnait sur un point précis, tandis qu'à 100 pas de là, les ingénieurs mèdes en préparaient déjà un second. 2 béliers agissant sur des secteurs différents. C'était la tactique assyrienne classique. Disperser les efforts de l'adversaire, le forcer à courir d'une menace à l'autre, lui interdire de concentrer ses réserves. Siaxaré appliquait à la lettre le manuel écrit par l'Assyrie elle-même. Et les pages de ce manuel se refermaient maintenant sur Assur comme un arrêt de mort.
Sur les courtines, les soldats assyriens subissaient un tir de barrage incessant. Les archers mèdes maintenaient un tir parabolique, arrosant des zones entières pour forcer les défenseurs à se terrer derrière les merlons. Chaque fois qu'un homme se levait pour déverser de la poix ou projeter une pierre, il devenait une cible. Les pertes de la garnison s'accumulaient et il n'y avait personne pour prendre la relève. À l'issue des premiers jours de siège, les lézardes dans le mur nord-est étaient assez larges pour qu'on y glisse la main. La base commençait à s'effondrer. Et dans le camp mède, on affûtait déjà d'autres outils, non plus pour attaquer la pierre, mais pour œuvrer sous la terre. Le matériel de sape était prêt. Mais avant de l'engager, Siaxar verrouilla toutes les issues. Ce n'était pas une suite d'actions désordonnées, mais un système implacable. Tandis que les béliers martelaient l'est, la cavalerie mède fermait méthodiquement l'espace autour de la cité. Des escadrons se déployèrent jusqu'aux rives du Tigre, au nord comme au sud, bloquant les points de passage. Désormais, il était impossible de quitter la ville sans être intercepté, que ce soit par terre ou par eau. Ni messagers, ni barques, ni fuyards isolés ne pouvaient passer. Assur était devenu un vase clos. Pour la garnison, cela signifiait une réalité brutale. Les réserves d'eau, de vivres et de flèches présentes dans les murs étaient les dernières. Il n'y aurait aucun réapprovisionnement. Chaque flèche décochée était une unité soustraite au décompte final. Chaque soldat blessé était un combattant perdu, sans espoir d'évacuation. Le temps jouait contre les assiégés avec une précision mathématique. Siaxar le comprenait mieux que quiconque. Les officiers assyriens tentèrent une réaction avec le seul outil de défense active dont ils disposaient encore, les chars. Dans la doctrine assyrienne, les unités de chars servaient aux sorties fulgurantes. Ouvrir les portes, frapper les flancs des assiégeants, incendier une machine de siège et se replier derrière les remparts avant que l'ennemi ne se réorganise. Vite, fort, avec un minimum de pertes. Les portes s'ouvrirent à l'aube. Quelques chars s'élancèrent au dehors. Les cavaliers mèdes les attendaient. Ils ne se tenaient pas face aux portes. L'erreur eût été trop grossière, mais à 150 pas, déployés en un large arc de cercle. Quand les chars assyriens prirent de la vitesse pour foncer vers la sape la plus proche, la cavalerie mède se referma sur leurs flancs. Le char est une arme redoutable en plaine, mais sur un terrain labouré par les travaux de siège, encombré de déblais et de poutres éparses, il perd son atout maître, la vélocité. Le premier char se renversa sur un débris de bois. Les chevaux s'empalèrent. Le deuxième fut criblé de flèches venant de 3 directions à la fois. Les bêtes s'effondrèrent, entraînant le conducteur dans leur chute. Le troisième parvint à virer de bord et à se réfugier in extremis derrière les portes. La sortie avait duré moins de 10 minutes. Bilan, 2 chars perdus, des chevaux et des hommes sacrifiés. Les rampes étaient intactes, les machines de siège indemnes. Les portes se refermèrent pour ne plus se rouvrir. Le lendemain matin, les habitants d'Assur virent ce qui transforma les rues en un foyer de panique sourde, presque palpable. Le camp mède s'était rapproché durant la nuit. Non de quelques centaines de pas, mais de quelques dizaines. Les nouvelles positions des archers surplombaient désormais les quartiers hauts situés près du mur sud. Un homme sortant de chez lui était désormais à la merci d'un trait mède décoché depuis les hauteurs environnantes. Ce n'était pas un hasard. Siaxar resserrait les taux avec méthode. Tous les 2 ou 3 jours, une nouvelle ligne de front, un nouveau rapprochement,
une nouvelle restriction de l'espace vital à l'intérieur de la cité. Au niveau des fossés, une lutte acharnée s'était engagée. Le fossé oriental, large, profond, creusé par des générations de bâtisseurs assyriens pour stopper les machines de siège, se dressait entre Siaksar et la muraille. Il fallait le combler. Les ouvriers mèdes s'y attelèrent sous la protection de grands boucliers de bois et de cuir brut, portés par plusieurs hommes. Les défenseurs tiraient. Les boucliers arrêtaient une partie des flèches, mais pas toutes. Des ouvriers tombaient, d'autres prenaient leur place. Le fossé fut comblé de terre, de pierres et de troncs. Le travail avançait lentement, mais sans jamais s'interrompre. Pour la garnison, les tentatives visant à entraver ce comblement se soldaient par une consommation épuisante de flèches et d'hommes. Tirer vers le bas depuis le sommet des murs, sous un angle aigu, obligeait les défenseurs à se pencher par-dessus les créneaux. Or, se découvrir ainsi revenait à s'exposer aux tirs de riposte des archers mèdes, postés à portée de flèches. Chaque relève sur le rempart apportait son lot de pertes. Des pertes minimes, mais constantes, inexorables. C'est ce principe même, une pression continue, distillée à petite dose, jour après jour, et sans répit, qui s'avérait le plus destructeur pour le moral de la garnison. On peut supporter une attaque massive, on peut la repousser. Elle a une fin. Mais l'érosion quotidienne des effectifs, des provisions et de l'espace, elle, ne s'arrêtait pas. Elle se contentait de durer. Et chaque matin, les défenseurs s'éveillaient dans une ville un peu plus étroite, un peu plus faible, un peu plus proche de son agonie que la veille. À la moitié du siège, le fossé dans le secteur nord-est fut suffisamment comblé pour qu'une tour de siège puisse s'approcher des murs. Les ingénieurs mèdes commencèrent à la faire progresser sur une chaussée de rondins posée sur le remblai. La tour se déplaçait sur des rouleaux, lentement, dans un grincement sinistre, mue par des dizaines d'hommes qui la poussaient à l'arrière et la tiraient par des cordes à l'avant. Depuis les courtines, des torches enflammées, des récipients de poix bouillantes et des pierres volaient vers l'engin. Certains projectiles atteignaient leur cible. Le revêtement de cuir fumait, mais la tour continuait d'avancer. Elle pesait plus lourd que n'importe quel argument que la garnison pouvait lui opposer. Et tandis que la tour grinçait sur sa chaussée en direction du mur, une autre menace progressait sous terre. Silencieuse, invisible, sans grincement ni fumée. Ce contre quoi il n'existe ni bouclier, ni riposte. Les sapeurs mèdes s'enfonçaient dans le sol en biseau, descendant directement sous les fondations des tours de la muraille nord. Et la terre au-dessus d'eux tenait encore. La terre au-dessus d'eux tenait encore. Mais à l'intérieur de la ville, on le sentait déjà. On ne le voyait pas, on le pressentait. Une légère vibration sous la plante des pieds, aux heures matinales, quand les rues étaient encore calmes. Un grondement, à peine perceptible, venant non d'en haut, mais des profondeurs. Les soldats sur les murs posaient la main sur la brique et percevaient un tressaillement qui n'existait pas une semaine plus tôt. Les chefs militaires expérimentés savaient ce que cela signifiait. Les sapeurs étaient déjà sous les fondations. Une mine n'est pas un simple trou. C'est un ouvrage d'ingénierie au calcul précis. Les sapeurs mèdes creusaient une galerie en pente, descendant sous la base du mur ou d'une tour. Le sol sous Assur était stratifié. Une couche supérieure de remblai ancien, puis de l'argile compacte, et plus bas encore, un socle rocheux qui affleurait par endroits. Là où la roche dominait, la mine était impossible. Là où se trouvait l'argile, elle était réalisable,
mais exigeait un étayage. Des piliers de bois soutenant la voûte du tunnel pour éviter qu'elle ne s'effondre prématurément. L'étayage était l'élément clé, car au terme du forage, on y mettait le feu. Lorsque la galerie atteignait le point névralgique sous les fondations, on y entassait des matériaux combustibles, branches sèches, pois, graisse. Puis, on allumait le brasier avant de se retirer précipitamment. Les étais de bois brûlaient, le tunnel perdait son soutien et le sol au-dessus s'affaissait. Si le calcul était juste, la maçonnerie de plusieurs tonnes perdait son assise et s'écroulait dans le vide. Les ingénieurs militaires assyriens connaissaient cette méthode pour l'avoir eux-mêmes pratiquée. C'est pourquoi la doctrine défensive assyrienne prévoyait la contre-sape. Les défenseurs d'Assur commencèrent à creuser en sens inverse. L'idée semble simple. En pratique, cela signifiait qu'il fallait deviner la direction du tunnel ennemi sans rien voir. La méthode reposait sur l'acoustique. Les ingénieurs assyriens plaçaient dans les sous-sols des tours des bassins de cuivre recouverts d'une peau tendue ou des récipients en bronze. Le choc des pics et des pelles mèdes traversant le sol faisait résonner les membranes. Par l'intensité et la direction de la résonance, on déterminait l'emplacement approximatif de la galerie. Ce n'était pas un instrument de précision, mais il n'en existait pas de meilleur. Une fois la direction établie, on lançait un contre-tunnel. Étroit, à peine suffisant pour un homme et son outil. 2 galeries progressaient l'une vers l'autre dans les ténèbres, sous les fondations du mur, séparées par quelques mètres d'argile tassée. Si le contre-tunnel débouchait exactement dans celui des Mèdes, le combat s'engageait dans l'obscurité. Littéralement. Dans un espace où l'on ne pouvait même pas brandir une épée. Où la seule lumière provenait d'une torche dévorant un air déjà rare. Où les seules armes utilisables étaient le poignard court ou l'outil pointu. Les sources assyriennes ne détaillent pas ces affrontements, mais ils eurent lieu. L'analyse comparative de sièges similaires de l'époque le confirme. Des hommes mouraient sous terre, dans le noir et l'exiguïté, sans témoin et sans issue. Si le tunnel Mède était découvert avant d'atteindre les fondations, les défenseurs tentaient de provoquer son effondrement par le haut en enfonçant de lourds pieux de bois dans le sol à l'endroit présumé de son passage. Parfois, cela fonctionnait. La galerie était écrasée et les sapeurs périssaient sous un éboulement soudain. Mais une autre mine commençait aussitôt, un peu plus loin. En haut, pendant ce temps, les béliers poursuivaient leur œuvre. Un coup, une pause. Un coup. Le rythme était immuable. La pointe de bronze du bélier ne se contentait plus de fissurer la muraille. Une cavité profonde de plusieurs rangées de briques s'était formée dans le secteur nord-est. Le mortier s'effritait et tombait par pans entiers. Les défenseurs abaissèrent le long du mur des filets de cordes garnis de sacs de paille. Des amortisseurs destinés à absorber une partie du choc. Une tactique standard de la défense assyrienne. Le bélier fut partiellement étouffé par cet obstacle mou. Les ingénieurs Mèdes envoyèrent alors des hommes munis de crochets fixés à de longues perches pour arracher les filets. Les défenseurs coupaient les cordes. Les hommes aux crochets tombaient sous les flèches. La relève suivante entraînait de nouveau. Les filets finirent par être arrachés. Le bélier reprit son travail sur la maçonnerie nue. C'est à ce moment que périt le commandant de l'un des secteurs défensifs. Pas au cœur de la mêlée. Une flèche le cueillit alors qu'il se penchait par-dessus un créneau pour évaluer les dégâts du bélier. Ce n'était pas un accident. Les archers Mèdes visaient méthodiquement quiconque apparaissait au-dessus de la crête du mur plus de quelques secondes.
Les officiers s'exposaient plus souvent que les soldats. Ils étaient des cibles prioritaires. La garnison perdait des hommes irremplaçables. Pas seulement des combattants, mais les dépositaires de l'expérience et du commandement. Chaque officier tué signifiait que celui qui lui succédait pour prendre les décisions dans ce secteur en savait moins que son prédécesseur. Dans les galeries souterraines, sous les fondations de la tour nord, les sapeurs MED venaient de disposer les matériaux combustibles et commençaient à refluer vers la sortie. En haut, personne ne voyait rien. Personne ne sentait rien. Personne n'entendait rien. Seul régnait le silence, là où, auparavant, une vibration agitait le sol. Sous terre, le silence est plus redoutable que n'importe quel vacarme. Il signifie que la tâche est accomplie et que l'événement suivant se produira de lui-même, sans avertissement, sans ordre, sans possibilité d'arrêt. Dans le temple du dieu suprême Assur, les prêtres multiplièrent en ces jours les processions rituelles le long des remparts. Ils cherchaient des présages, mais les signes qu'ils trouvaient n'incitaient guère à l'optimisme. Les présages qu'ils trouvaient n'incitaient guère à l'optimisme. Et ce n'était pas là une simple affaire de mysticisme. Les prêtres du dieu suprême Assur, le dieu de la cité, dont le nom désignait à la fois la capitale et l'empire, pratiquaient un système divinatoire rigoureusement codifié. L'examen des entrailles des victimes sacrificielles, l'observation du vol des oiseaux, l'analyse des taches d'huile sur l'eau, ce n'était pas de la superstition au sens moderne, mais un système analytique d'État vieux de 3 millénaires. Les prêtres consignaient les résultats sur des tablettes et les comparaient aux archives. Des milliers d'entrées indiquant quel présage avait précédé quel événement. C'était leur manière de décrypter la réalité. Et la réalité qu'ils lisaient en l'an 614 avant notre ère ne donnait qu'une seule réponse. Le foie d'un agneau sacrificiel présentant une anomalie, mauvais signe. Des oiseaux volant vers l'ouest à une heure inhabituelle, mauvais signe. De l'huile ne s'étalant pas sur l'eau, mais formant un amas sombre, très mauvais signe. Selon la tradition divinatoire consignée dans les textes de la série Enuma Anu Enlil et les recueils d'Aruspicine, chaque signe avait une interprétation précise. Ce n'étaient pas des symboles vagues, mais des sentences claires. Si telle portion du foie est ainsi faite, la ville sera prise par l'ennemi. Les prêtres savaient ce qu'ils voyaient. Le malheur était qu'ils ne pouvaient l'exprimer à voix haute. La fonction officielle du clergé assyrien était de maintenir le moral en confirmant la protection divine. Un prêtre, annonçant publiquement des présages funestes, aurait sapé le fondement même de la volonté de résister. C'est pourquoi les présages étaient débattus à l'intérieur du temple. À l'extérieur, on célébrait les rituels publics, solennels, au milieu des chants et de l'encens. Ils devaient démontrer que les dieux étaient présents, que le rite était accompli et la protection active. Mais les habitants n'étaient pas dupes. Ils voyaient avec quelle fréquence les prêtres effectuaient les rituels de purification. En temps normal, cela arrivait une fois par mois, lors des grandes fêtes. Désormais, c'était tous les 2 ou 3 jours. Ils voyaient les prêtres faire le tour des murs avec des encensoirs, murmurant des conjurations contre les maléfices ennemis. Ce rituel, le Namburbi, rite pour détourner le mal, n'était pratiqué que dans des circonstances extraordinaires. Sa simple tenue révélait à la population ce que les prêtres ne disaient pas. La situation était assez grave pour exiger des mesures d'urgence. La ville lisait les signes aussi bien que les prêtres. La panique, dans une cité assiégée, ne procède pas par explosion, mais par sédimentation.
D'abord vient l'inquiétude. On cesse de se rendre dans les quartiers éloignés sans nécessité. Les marchés se vident plus tôt. Les conversations s'abrègent. Puis viennent les rumeurs. À Assur, à la moitié du siège, les récits sur le sort réservé par les Mèdes aux cités soumises avaient atteint un tel degré de précision qu'on ne pouvait plus les balayer comme de simples exagérations. Les réfugiés des villages voisins, entrés dans la ville avant le blocus, avaient apporté des témoignages concrets, avec des noms et des détails. Les Mèdes n'acceptaient aucune rançon. Ils ne laissaient pas de garnison. Ils quittaient les lieux conquis en n'y laissant que le vide. Cela changeait radicalement la psychologie de la résistance. Un soldat assyrien, sachant que la défaite signifie la captivité, une éventuelle rançon ou la déportation, reste un homme. Un soldat assyrien, sachant que la défaite signifie la mort sans autre issue, en est un autre. Parfois, le second se bat avec le courage du désespoir. Parfois, il craque plus tôt, car il n'y a aucune porte de sortie à laquelle se raccrocher. Dans le temple d'Assur, le grand prêtre accomplit un acte dont témoignent indirectement des sources babyloniennes ultérieures. Les statues des divinités secondaires, celles qui se trouvaient dans les cours ouvertes et les chapelles latérales, furent déplacées vers le sanctuaire central. Version officielle, une concentration des forces sacrées pour renforcer le rituel. Raison réelle, les protéger du pillage en cas de percée. Les prêtres se préparaient au pire, tout en continuant d'afficher une confiance de façade. Ce décalage entre le discours officiel et les actes réels n'échappait pas aux citadins. Dans une ville antique à la densité serrée, où le temple domine le centre et reste visible de partout, le déplacement des statues ne passe pas inaperçu. On voyait, à la nuit tombée, des porteurs traîner des colosses de pierre à travers les cours. On en tirait des conclusions. On les partageait avec ses voisins. À ce moment-là, les réserves de nourriture commençaient à baisser de manière visible. Les rations de la garnison furent réduites. La population civile recevait moins de grains des greniers publics. Ce n'était pas encore la famine, mais une restriction qui rappelait chaque jour que les ressources étaient comptées et que la fin du siège n'était pas en vue. L'un des textes administratifs assyriens, datant approximativement de cette période et retrouvé lors des fouilles d'Assur par l'expédition allemande au début du XXe siècle, contient un ordre de recensement des stocks de grains. Le document est sec, bureaucratique, mais le simple fait d'ordonner un tel inventaire en plein siège prouve que l'administration calculait déjà le temps qui lui restait. Le temps s'épuisait. Les dieux se taisaient. Les béliers frappaient. Et dans ce silence, entre les coups de boutoir extérieurs et le crépitement des lampes du temple, les chefs militaires d'Assur se réunirent en conseil. Non pour décider comment vaincre, mais pour décider de la manière de mourir. La différence entre ces deux questions, dans une ville assiégée, devient vite dérisoire. À l'extérieur des murs, dans le camp Mède, les feux brûlaient toute la nuit. Siaksaré ne dormait pas. Il attendait le rapport des sapeurs, et ce rapport devait arriver à l'aube. Le rapport arriva au lever du jour. Les tunnels sont prêts, l'étayage est en place, le combustible est chargé. Siaksaré écouta, acquiesça et donna un seul ordre, attendre son signal. La mise à feu n'aurait pas lieu immédiatement. D'abord, un assaut général sur tout le périmètre. Béliers, tours, archers, tout, simultanément. Lorsque les défenseurs seraient étirés le long des remparts, tentant de parer toutes les menaces à la fois, alors seulement on mettrait le feu aux galeries. L'effondrement d'une tour, alors que des hommes la défendent, n'est pas seulement une brèche dans un mur, c'est l'arrêt de mort de la volonté de résister. Il comprenait la psychologie du siège mieux que quiconque.
Tandis que dans le camp Mède, on aiguisait le bronze et vérifiait les cordes des engins, au centre d'Assur, au pied de la ziggourate, la foule s'assemblait. Non sur ordre, mais d'elle-même. La ziggourate, la tour à degrés du complexe sacré, était la plus haute structure de la ville. Historiquement, elle symbolisait le trait d'union entre le ciel et la terre, entre les hommes et les dieux. Cette nuit-là, elle représentait le seul endroit qui semblait un peu plus sûr que les rues. Les citadins venaient avec leurs enfants, leurs baluchons, le peu qu'ils avaient pu emporter. Des femmes, des vieillards, des artisans dont les ateliers se trouvaient près du mur est, le plus exposé aux béliers. Ils ne savaient pas exactement ce qui allait se passer, ni quand. Ils savaient seulement que l'heure approchait. Cela suffisait pour abandonner leur maison et se regrouper ici. Les chefs militaires virent ce mouvement et ne l'entravèrent pas. L'arrêté aurait obligé à expliquer pourquoi il ne fallait pas avoir peur. Et l'expliquer était impossible. Le conseil de guerre, réuni la nuit précédente, était parvenu à une conclusion que personne n'avait formulée explicitement, mais que tous comprenaient. Tenir le périmètre était devenu impossible. Les hommes manquaient. Les réserves de flèches s'épuisaient. Le bélier du secteur nord-est avait fini par percer la maçonnerie. La première lueur du jour filtrait déjà par une fissure large de quelques doigts. Quand elle atteindrait la taille d'un homme, tout serait réglé en un instant. La seule décision tactiquement sensée consistait à concentrer les restes de la garnison autour de la citadelle et du temple. Tenir le périmètre intérieur le plus longtemps possible. Non pour vaincre, mais pour durer. Pourquoi durer s'il n'y avait aucun secours à attendre? La question ne fut pas posée, car l'alternative, déposer les armes, n'était pas envisageable. Non par honneur, mais parce que tous savaient que Siaxar n'offrait aucune condition. La chronique de Nabopolassar, document cunéiforme rédigé par les scribes babyloniens à l'issue de cette campagne, décrit la phase finale du siège d'Assur avec une concision glaciale. La traduction d'un fragment dit ceci. Kiaxaré et son armée vinrent au secours de Nabopolassar. Ils se rencontrèrent à Assur. Kiaxaré attaqua la ville et ils la prirent. C'est tout. Le scribe babylonien résuma la chute de l'ancienne capitale en une seule phrase. La froide comptabilité des vainqueurs. Mais entre les lignes de cette chronique se cache ce que le scribe n'a pas écrit. Ce qui se jouait dans la ville durant les dernières heures précédant l'assaut. Derrière les murs d'Assur cette nuit-là, le camp Mède bourdonnait. Pas discrètement, mais avec fracas. Volontairement. Kiaxaré n'interdisait pas le bruit, il l'encourageait. Des milliers d'hommes autour des brasiers, le cliquetis des armes, les ordres hurlés, le hennissement des chevaux. Tout ce paysage sonore franchissait les murailles et envahissait la ville. Les réfugiés près de la ziggourate l'entendirent toute la nuit. Il était impossible de dormir. Cela aussi faisait partie du calcul. Une garde épuisée, privée de sommeil, réagit moins vite aux menaces soudaines. Et se coordonne mal, commet des erreurs élémentaires. Kiaxaré leur offrit cette nuit, non pour se reposer, mais pour s'épuiser davantage. Sur les remparts, les hommes savaient que l'aube marquerait l'assaut final. Ils ne le savaient pas par des rapports de renseignement, ils le sentaient au changement de rythme du camp ennemi. Un soldat aguerri lit les sons d'un camp adverse comme un marin lit la mer. Le camp ne sonne pas de la même façon selon qu'il se prépare à la marche ou à l'assaut. Cette nuit-là, le camp sonnait l'assaut. L'un des commandants du mur nord, son nom s'est perdu, seule sa fonction subsiste dans les textes administratifs, passa les dernières heures avant l'aube à inspecter son secteur.
Il vérifiait les réserves de flèches dans les meurtrières, parlait aux hommes. Pas de grands discours, juste des mots brefs. Les soldats n'ont pas besoin de harangue au matin du dernier jour. Ils ont besoin de sentir la présence de leur chef à leur côté. L'aube pointa avec lenteur. D'abord une traînée livide au-dessus des montagnes de l'Est, puis une lumière grise, dans laquelle les contours du camp Med se précisèrent. Enfin, les premiers rayons, et avec eux, le son que l'on redoutait toute la nuit. Les trompettes. Pas une seule, mais des dizaines, de tous côtés à la fois. L'armée Med s'ébranla sur tout le périmètre. Les archers prirent position, les béliers entamèrent leur balancement. La tour de siège s'élança sur sa chaussée vers le mur nord-est. Et quelque part, au plus profond de la terre, dans l'obscurité de la galerie, sous les fondations de la tour nord, une main anonyme approcha une torche des branches sèches imbibées de poids. Le feu prit instantanément. Les piliers de bois commencèrent à se consumer. L'homme fit demi-tour et rampa vers la sortie aussi vite que le lui permettait l'étroitesse du tunnel. Derrière lui, la terre commença à s'affaisser, lentement, presque imperceptiblement, pour l'instant. Sur la tour nord, les soldats sentirent le sol se dérober. La même secousse que d'habitude, mais différente. Ce n'était pas la vibration d'un coup de bélier, c'était un mouvement des entrailles de la terre. Et la tour, une masse de plusieurs tonnes de briques, dressée là depuis des siècles, commença à s'incliner. La tour ne s'effondra pas immédiatement. Il y eut d'abord une inclinaison, à peine perceptible. Puis vint le craquement de la maçonnerie, courant le long des joints entre les assises de briques. Enfin, l'écroulement. Ce ne fut pas une explosion, ni le fracas d'un coup unique. La tour s'affaissa par pans entiers. Sa base disparut dans l'effondrement de la sape, entraînant la partie supérieure dans sa chute. Les hommes qui s'y trouvaient, ceux qui occupaient la plateforme de combat, n'eurent pas le temps de comprendre. Un instant, le sol était ferme sous leurs pieds. L'instant d'après, le vide. Des tonnes de pierres s'abattirent dans le gouffre et vers l'extérieur, en direction du camp Med, soulevant un nuage de poussière et de gravats qui ensevelit les positions des archers les plus proches. À l'endroit de la brèche ainsi ouverte, le mur avait disparu sur plusieurs dizaines de pas. Les commandants Med n'attendaient que cela. La cavalerie, qui se tenait prête à 100 pas des remparts, s'élança aussitôt. Elle ne se jeta pas directement dans l'ouverture. D'abord, les archers couvrirent la crête du mur de part et d'autre de l'effondrement, sous un déluge de flèches, clouant les défenseurs survivants derrière les créneaux. Sous cette protection, les premières unités coururent vers la brèche. Gravir les décombres d'une tour effondrée n'a rien d'une charge en terrain plat. C'était un chaos de briques, d'arêtes vives, de poutres de charpente saillantes et de trous béants là où le sol s'était dérobé. Les hommes trébuchaient, tombaient, se relevaient. Ceux qui s'écroulaient sous le feu des murs flanquant la brèche ne se relevaient pas. Mais les premières dizaines de soldats franchirent le périmètre. Les défenseurs jetèrent leurs réserves dans la brèche, tout ce qu'il leur restait. C'était une erreur imposée par la situation, non un choix. Il n'y avait pas d'alternative. Laisser la brèche ouverte signifiait la chute immédiate. L'obstruer de corps signifiait perdre un peu plus tard. Les soldats assyriens rencontrèrent la première vague Med dans la poussière et les gravats de l'ancienne tour. Le combat dans une brèche n'est pas une affaire de formation contre formation. C'est une mêlée furieuse, chacun pour soi. Des coups courts portés dans l'étroitesse, sans élan possible. Le bouclier y devient un outil de pression, non de défense. Les hommes mouraient à 1 demi-mètre les uns des autres, sans rien voir de ce qui se passait à 3 pas. Tandis que l'on s'étripait dans la brèche,
les béliers poursuivaient leur œuvre sur d'autres secteurs. C'était là le calcul de Cyaxares. Ne pas permettre aux défenseurs de dégarnir les autres points du mur. Chaque section restait sous la menace. La garnison, déjà étirée à l'extrême, ne pouvait plus opérer de transfert. Les hommes tenaient leur position, écoutant les bruits du carnage à la brèche, sans aucune possibilité d'intervenir. Dans le secteur nord-est, un bélier finit par percer la maçonnerie alors que la lutte faisait encore rage à la tour. Une ouverture étroite, à hauteur d'homme, apparut soudainement dans le mur. Un coup, un craquement, et la lumière du jour jaillit à travers la poussière vers l'intérieur de la ville. Les soldats mèdes entreprirent aussitôt d'élargir la brèche à main nue et à l'outil en ébréchant les bords. De l'intérieur, les défenseurs projetaient des pierres et de la poix enflammée dans l'ouverture. Plusieurs hommes de chaque camp périrent dans cet espace exigu sans avoir pu entrer ni sortir. 20 minutes plus tard, l'ouverture était assez large pour laisser passer 2 hommes de front. Le flux commença. La cavalerie mède s'engouffra simultanément dans les 2 brèches. Ce n'était plus une attaque tactique, mais une déferlante irrésistible portée par le nombre. Pour chaque défenseur, il y avait désormais plusieurs assaillants. Le combat de rue dans une cité antique est un labyrinthe de passages étroits, de murs aveugles, d'impasses et de cours. Les Assyriens connaissaient chaque recoin. Les Mèdes n'en connaissaient aucun. Cela offrit aux défenseurs un ultime avantage. De petits groupes de soldats reculaient quartier par quartier, ripostant à chaque angle de rue, barricadant les passages étroits avec les corps des morts et les décombres des murs. Chaque barrage de ce type coûtait la vie à ceux qui le tenaient, mais ralentissait l'avancée de quelques minutes, pas davantage. Les portes principales tinrent plus longtemps que prévu. Le commandant de la garnison des portes, dont le nom n'est consigné dans aucune source, ne les ouvrit pas et ne s'enfuit pas lorsque la première vague mède pénétra dans la ville par les brèches. Les portes restèrent closes jusqu'à ce que les soldats mèdes les atteignent par l'intérieur et en fassent sauter les verrous. Ce qu'il advint du commandant à cet instant est une évidence. La chronique n'en dit rien. Le silence des annales, en pareil cas, est plus éloquent que n'importe quelle description. Lorsque les portes furent forcées de l'intérieur, la cavalerie lourde entra. Les rues d'Assur étaient trop étroites pour une formation montée. Les cavaliers empruntèrent la voie principale menant des portes au centre de la ville. Une large route de procession où, en temps de paix, défilaient les cortèges religieux. Désormais, d'autres y marchaient. Dans les rues adjacentes, les combats se poursuivaient. La cavalerie mède ratissait quartier par quartier. Ratisser, un mot derrière lequel se cache une action concrète, celle de fouiller chaque cour, chaque maison, chaque cave. Ceux qui se cachaient étaient débusqués. Ceux qui résistaient étaient tués sur place. Ceux qui ne résistaient pas l'étaient aussi. Cyaxares avait donné ses ordres avant le début de l'assaut. L'ordre ne prévoyait aucune exception. Ce n'était pas la fureur de soldats libérés après un combat acharné. C'était de la politique. Assur devait cesser d'exister en tant que lieu habité. Non pas en tant qu'unité administrative, mais en tant que lieu où vivent des hommes. La différence est fondamentale. La déportation laisse une structure. La destruction laisse un vide. Cyaxares voulait le vide. À la ziggourate, où les citadins s'étaient rassemblés durant la nuit, la cavalerie mède apparut par les quartiers est. Les gens qui attendaient là avec leurs hardes et leurs enfants les virent avant de les entendre. La poussière d'abord, puis les silhouettes. Enfin, le martèlement des sabots sur les dalles de pierre de la voie de procession. Il n'y avait nulle part où fuir. Les murs de la ville n'étaient plus une protection. Ils étaient devenus une frontière enfermant leur destin. Dans le temple du dieu Assur, entendant ce fracas,
les prêtres firent la dernière chose en leur pouvoir. Ils verrouillèrent les portes du sanctuaire de l'intérieur et se tinrent devant les statues des dieux. Le verrou était de bois, les portes aussi. Elles ne tinrent pas longtemps, non par faiblesse, mais parce qu'il y avait dehors assez d'hommes et de temps pour forcer n'importe quel battant. Le temple du dieu Assur trônait dans la cité depuis plus de 1000 ans. Ses premières fondations dataient du 3e millénaire avant notre ère, bien avant que l'Assyrie ne devienne un empire. Ce n'était pas seulement un édifice religieux, c'était le centre administratif, idéologique et symbolique de tout l'État. Chaque roi assyrien y était couronné. Chaque campagne militaire y était consacrée. Chaque victoire y revenait sous forme de trophées et d'ex-voto. Les murs conservaient des inscriptions remontant à des siècles. Lorsque les portes cédèrent, les soldats mèdes entrèrent. Les prêtres se tenaient devant les statues des dieux. Ce qui suivit, les sources ne le consignent pas avec précision. La chronique de Nabopolassar décrit la prise de la ville, mais tait les détails de ce qui se joua à l'intérieur du temple. Cependant, les données archéologiques obtenues par l'expédition allemande de Walter Andrae au début du XXe siècle parlent d'elles-mêmes. Le complexe du temple d'Assur présente une couche de destruction datant précisément de cette période. Les statues des dieux sont brisées. Les objets cultuels ont disparu. Les inscriptions murales ont été intentionnellement martelées en plusieurs endroits. Le bris des statues n'était pas un simple pillage. C'était une déclaration théologique. Dans la logique du Proche-Orient ancien, les dieux résidaient dans leurs statues. L'effigie n'était pas une image du dieu, elle était sa présence physique. Briser une statue signifiait tuer un dieu. Ou plus précisément, démontrer publiquement que le dieu était mort, qu'il n'avait pas protégé sa ville, que son pouvoir s'était éteint avec celui de son peuple. Les Mèdes savaient ce qu'ils faisaient. C'était un acte prémédité. Parallèlement au temple, le sac des trésors royaux battait son plein. Assur, bien qu'elle n'ait plus été la capitale depuis des siècles, le centre administratif ayant migré à Ninive, demeurait le conservatoire des trésors anciens. Offrandes votives, trophées accumulés au fil des âges, métaux, étoffes, ivoire ciselé. Tout cela figurait dans les archives de la ville. Et ce sont ces archives, ces tablettes cunéiformes, conservées dans des jarres d'argile, qui furent l'une des premières cibles. Non pour être lues, mais pour être anéanties. Les archives sont la mémoire. Elles sont les titres de propriété, les créances, les registres fonciers, les rôles d'imposition, la correspondance provinciale, les textes sacrés et les annales historiques. Détruire les archives, c'est briser l'armature administrative sur laquelle repose toute velléité de restauration. Sans archives, il n'y a plus de traces de qui doit quoi à qui, plus de preuves du droit à la terre, plus d'histoire officielle. Un peuple sans archives est un peuple condamné à ne plus jamais redevenir un État. Une partie des tablettes périt dans les flammes. Une autre fut simplement brisée. Une autre encore, paradoxe de l'histoire, survécut précisément parce qu'elle fut cuite dans l'incendie. La chaleur fixa l'argile, la rendant imputrescible. Ce sont ces tablettes que les archéologues ont retrouvées des millénaires plus tard. Dans les quartiers, le ratissage se poursuivait méthodiquement. La cavalerie mède progressait rue après rue, inspectant chaque demeure. Les ruelles étroites d'Assur, bâties de façon dense, mur contre mur, cour contre cour, n'offraient aucune échappatoire. Les gens se terraient dans les caves, les greniers, sous les planchers.
on les débusquait tous. Les caves étaient inspectées à la torche. Si des fuyards s'y trouvaient, l'air au-dessus de l'entrée devenait chaud. Une méthode simple, infaillible. Le bétail fut emmené, le grain des silos chargé sur des chariots, le métal, outils de bronze, armes, vaisselle, fut entassé pour le partage futur. Tout ce qui avait du poids et de la valeur quittait la ville. Tout ce qui n'en avait pas brûlait. Les incendies s'allumèrent d'abord dans les quartiers est, là où les Mèdes avaient pénétré. Vers midi, la fumée s'élevait au-dessus de la cité en un large panache, visible à des dizaines de kilomètres. C'est cette fumée, très probablement, qu'aperçut Nabopolassar, dont l'armée remontait alors le Tigre depuis le sud. Le roi babylonien ne se pressait pas. Il avançait à une allure lui permettant d'arriver pour une affaire déjà conclue. À la ziggourate, les Mèdes firent face au plus grand rassemblement de civils. Ceux qui s'y étaient réfugiés la nuit et y étaient restés. On y trouvait des citadins, une partie du bas clergé, des femmes, des enfants et quelques soldats blessés ayant réussi à s'extraire des rues. La ziggourate n'était pas une forteresse. Elle n'avait pas de porte conçue pour la défense. Ses degrés étaient ouverts de toutes parts. Les gens s'y tenaient simplement parce qu'il n'y avait plus nulle part où aller. L'ordre de Siaxar ne prévoyait aucune exception pour ceux qui s'abritaient près du temple. Cela n'est pas consigné par un texte explicite, mais par le résultat. Après la prise d'Assur, il ne restait plus de population assyrienne notable dans la ville. Un tel vide ne peut être le fruit du hasard. Le sommet de la ziggourate resta intact le plus longtemps. Personne n'y monta durant les premières heures. Il y avait trop d'ouvrages en bas. Quelques prêtres parvinrent à l'atteindre et contemplèrent de là-haut la cité en flammes. Depuis la cime de l'édifice, Assur se dévoilait tout entière. De la tour nord effondrée, au quartier fumant du mur est, de la voie de procession où circulaient les cavaliers Mèdes, jusqu'aux rives du Tigre, où stationnaient encore, quelques jours plus tôt, les barques de pêche assyriennes. La ville brûlait, non pas d'un coup, mais progressivement, quartier par quartier. Le feu courait sur les toits, se propageant de l'un à l'autre, là où les maisons se touchaient. Les murs d'argile ne brûlaient pas. Ils restaient debout comme des squelettes, au milieu desquels plus rien ne vivait. Au soir du premier jour, Assur cessa d'être une ville. Elle devint un lieu avec un nom, des ruines et une colonne de fumée. Et vers ce lieu, par la route longeant le Tigre, l'armée babylonienne approchait lentement. Nabopolassar venait constater ce qu'il restait et négocier la suite. Car les ruines d'Assur n'étaient pas le terme des tractations, elles en étaient le prélude. Les ruines d'Assur n'étaient pas la fin des négociations, elles en étaient le début. Et Nabopolassar le savait mieux que quiconque en pénétrant dans la cité morte. Le roi babylonien arriva quelques jours après la chute. La chronique de Nabopolassar enregistre cet instant sans émotion. Le roi vint, rencontra Siaxar, ils conclurent une alliance. 3 phrases. Derrière elle, un accord qui remodela le Proche-Orient ancien. Nabopolassar contempla les restes d'Assur. La fumée ne s'était pas encore dissipée partout. Une partie des remparts tenait bon, l'argile ne brûle pas. Mais à l'intérieur, il n'y avait que cendres, briques brisées et ce que les Mèdes n'avaient pas jugé utile d'emporter. Plusieurs milliers de survivants avaient été regroupés en un seul point, futur cheptel humain, butin vivant à partager avec le reste des biens. Les 2 rois se rencontrèrent sur les ruines. Ce n'est pas une métaphore. Littéralement, dans un espace ouvert parmi les murs calcinés,
à la vue des restes fumants du temple qui avait été le cœur de la puissance assyrienne pendant un millénaire. Siaxaré avait amené son armée. Nabopolassar avait amené la sienne. Entre eux gisait la ville morte. Le traité qu'ils conclurent, les sources babyloniennes le décrivent en termes généraux. Les détails se reconstruisent par des témoignages indirects. Partage des zones d'influence. Aux Mèdes, l'Est et le Nord. Aux Babyloniens, le Sud et l'Ouest. Alliance scellée par un hymen. Le fils de Nabopolassar, Nabuchodonosor, épouserait la princesse Mède Amytis, fille de Siaxaré. Ce mariage serait célébré plus tard, mais la décision fut prise ici, sur les cendres d'Assur. La diplomatie sur les ossements est le plus ancien des genres. Nabopolassar obtint ce qu'il cherchait, la légitimation de son rôle dans la chute de l'Empire assyrien, sans avoir eu à payer le prix du sang. Son armée n'avait presque pas participé à l'assaut. Elle arrivait pour le partage. Ce n'était pas de la lâcheté, mais le calcul d'un bâtisseur d'État songeant aux générations futures. Pourquoi sacrifier ces hommes pour un assaut que d'autres mèneront à votre place? Siaxaré obtint la confirmation de ses conquêtes par la seconde puissance régionale et s'assura un flanc sud serein pour poursuivre sa campagne contre la Syrie. Sans la neutralité babylonienne, ou mieux, son alliance, il risquait une guerre sur deux fronts. Ce risque était désormais écarté. Tous deux obtinrent ce qu'ils voulaient. Assur paya ce pacte de sa propre chair. Les rescapés furent déportés. Vers quelle destination? Les sources divergent. Une partie fut probablement dispersée dans les provinces mèdes et babyloniennes comme main-d'œuvre. Une autre périt en chemin. Les déportations assyriennes, que cet empire avait pratiquées pendant des siècles contre les peuples soumis, frappaient désormais les Assyriens eux-mêmes. L'histoire invente rarement de nouveaux instruments. Elle préfère retourner les anciens contre leurs créateurs. La ville fut incendiée une seconde fois avant le départ, là où le feu n'était pas passé le premier jour. Les structures de bois ayant survécu à l'assaut finirent de se consumer. Les greniers qui n'avaient pas été totalement pillés furent anéantis. Ce n'était pas seulement une destruction de ressources, c'était priver la cité de toute chance de redevenir une base de reconstruction. Sans grains, sans population, sans archives, sans statue divine, Assur ne pouvait renaître, ni administrativement, ni économiquement, ni religieusement. Tout fut prémédité, exactement ainsi. Les deux armées repartirent. L'armée mède vers le nord, vers ses prochaines cibles, l'armée babylonienne vers le sud, pour digérer les fruits politiques de la campagne. Derrière elle, restait une ville sans habitants, des murs sans soldats, un temple sans Dieu, un nom vidé de sa substance. Assur demeura un champ de ruines. Pas éternellement. Plus tard, de modestes colonies y réapparaîtraient, et à l'époque parthe, la ville connaîtrait même une renaissance partielle. Mais en tant que capitale, en tant que cœur de l'Empire, en tant que lieu de sacre des rois et de consécration des conquêtes, elle mourut en 614 avant notre ère. Définitivement. Ninive succomberait 2 ans plus tard, en 612. La capitale grandiose, ultime rempart de l'Empire assyrien, partagerait le sort d'Assur. Même coalition, même méthode, même résultat. L'Empire qui avait tenu tout le Proche-Orient sous son joug pendant 3 siècles s'évanouirait en quelques années, plus vite que la plupart de ses contemporains n'auraient pu l'imaginer. Cela pose une question à laquelle les historiens ne peuvent échapper. Pourquoi si vite? La réponse ne tient pas à la supériorité militaire de Siaxaré, réelle mais non écrasante, ni à la finesse de Nabopolassar, politicien habile mais non génie de la guerre. La réponse réside dans la structure même de la Syrie. 3 siècles de terreur avaient engendré un système
reposant exclusivement sur la peur. La peur est un levier de gestion efficace, tant que le centre qui la génère demeure puissant. Dès qu'il vacille, le système s'effondre, non par degrés, mais d'un bloc. Car il n'existait aucune loyauté fondée sur autre chose que l'effroi. Les provinces ne défendirent pas l'Empire. Elles guettaient l'instant de s'en délivrer. Cet instant vint, et elles ne le manquèrent pas. La chronique de Nabopolassar achève le récit de la chute d'Assur par une phrase ajoutée par les scribes babyloniens après la description sèche des faits. On peut la traduire ainsi. Le grand dieu Marduk se réjouit de cette œuvre. Les vainqueurs écrivent toujours l'histoire dans la langue de leur dieu. Les vaincus n'ont laissé aucune version. Leurs archives ont brûlé avec la ville. Les vestiges d'Assur furent exhumés par des archéologues allemands au début du XXe siècle. Ils découvrirent une couche de cendres correspondant précisément à l'horizon de 614 avant notre ère. Sous les cendres, des artefacts millénaires. Au-dessus, presque rien. La frontière est nette, comme une entaille. Les cendres ne mentent pas. Contrairement aux chroniques des vainqueurs, elles n'interprètent rien. Elles constatent simplement « il y a eu ici un incendie ». Il y a eu un avant, il y a eu un après. Ces remparts, bâtis sur le sang des peuples soumis, avaient tenu 15 siècles. Ils furent brisés par des béliers, conçus selon des plans assyriens, poussés par des hommes issus de peuples qui, autrefois, défendaient ces mêmes murs contre le monde extérieur. Un engrenage fatal. Non pas mystique, mais politique. L'Empire avait forgé les outils de sa propre destruction, bien avant qu'un homme ne soit prêt à s'en saisir. Cyaxares fut cet homme. Il arriva simplement au moment opportun. Et la poussière de la plaine du Tigre, retombée après le départ des deux armées, recouvrit le nom de la cité, qui plus jamais ne résonna comme autrefois.